Je commence par souhaiter la bienvenue à notre conférencier, Emmanuel Cordonnier. Et je vous souhaite la bienvenue à tous au nom d'Armoristel. Alors pour les non-adhérents d'Armoristel, je vais dire quelques mots avant de passer la parole à André qui va présenter la conférence et le conférencier. Je voudrais dire quelques mots d'Armoristel. Armoristel donc est une association d'environ 100 personnes. 100 personnes qui ont œuvré dans le domaine, qui ont consacré leur vie professionnelle au domaine des télécoms, au domaine des nouvelles technos de l'information, au domaine du numérique. Et ces personnes ont pour ambition de valoriser, de mettre en valeur le patrimoine breton, enfin pas que breton, mais en premier lieu breton, dans ces domaines. Ça va se traduire, cette mise en valeur, ça va se traduire par des expos, par des conférences, par la production de documentation. Et donc cette conférence d'aujourd'hui s'inscrit un peu dans cette ambition, parce que Armoristel ne reste pas replié sur son passé, se projette aussi dans l'avenir, et aujourd'hui je crois qu'on va un peu se projeter dans l'avenir sur ce sujet de la télémédecine. Voilà, je vais passer la parole à André, qui va présenter le sujet. Oui, bonjour à tous. N'oubliez pas surtout de rallumer votre téléphone à la sortie. Donc je voudrais vous présenter Emmanuel d'abord. Emmanuel Cordonnier, qui est un ingénieur électronicien, qui a fait ses études d'ingénieur électronicien. Il a démarré sa carrière en étant sous-traitant d'un truc qui s'appelait CCETT, c'est ça? CCETT. Tu connais, Christiane? Bon, donc il a travaillé là-dessus dans ses débuts sur l'image numérique. Donc c'est intéressant parce que l'imagerie médicale, bien sûr, s'en inspire énormément. Donc il a travaillé également au sein d'une équipe hospitalo-universitaire et d'une start-up dont il a été l'un des membres fondateurs, le fondateur, cofondateur, oui, et qui s'appelait Etiam, et qui est maintenant, qui s'appelle Acetiam, et qui est filiale de Nesh, qui est ex-mutuelle nationale des hospitaliers. Voilà. Et aujourd'hui, il sévit chez BICOM, à l'IRT, l'Institut de recherche technologique BICOM, en tant que directeur du pôle e-santé. Alors je connais Emmanuel depuis longtemps, ça fait combien, 30 ans qu'on se connaît au moins. Je peux vous dire que c'est quelqu'un de passionné, déjà passionné par le domaine sur lequel il a travaillé, le secteur médical, c'est là-dessus qu'il a passé l'essentiel de sa vie. Et il a également beaucoup travaillé pour la région. Il s'est bien défendu pour que se développe en région, ici à Rennes notamment, un pôle fort dans le domaine de l'e-santé. Bravo. Donc, on va parler de télémédecine et des enjeux pour demain. Je vais vous dire deux petits mots rapidement. Donc, il s'agit en fait de mettre les technologies de l'information et de la communication au service de la médecine. Alors, bien sûr, au service de la médecine, ça peut englober beaucoup de choses, notamment de la gestion administrative classique. Dans tous les domaines, il y en a, de la gestion administrative. On ne va pas parler de celle-là aujourd'hui. On va beaucoup plus se pencher sur tout ce qui est acte médical. Donc c'est ça qui va être développé. On en parle beaucoup actuellement dans les médias. D'ailleurs, Armoristel essaye toujours de couvrir l'actualité. Rappelez-vous les différentes conférences qu'on a pu organiser précédemment. Donc la médecine, c'est aujourd'hui, la télémédecine est aujourd'hui fortement d'actualité. On en parle beaucoup, mais est-ce qu'on sait exactement ce que c'est? La télémédecine, d'abord, c'est de la médecine. Donc la médecine, c'est sérieux. On bricole pas. Ça doit être réglementé. Quand on va chez le médecin, on se fait rembourser. Donc il y a des problèmes de réglementation et des problèmes économiques derrière. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans la télémédecine, ben ça doit être également réglementé. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que nous attendons tous? On attend d'abord d'améliorer l'accès à la consultation. On veut lutter contre les déserts médicaux, ça, tout le monde le souhaite. Et puis, si possible, en tant qu'à faire, puisqu'on utilise des technologies, améliorer encore l'efficacité du corps médical. Donc les questions que l'on se pose, la télémédecine va-t-elle remplacer en partie les professionnels de santé? Question. Et quelle en sera l'équation économique? Emmanuel, je te passe la parole. Donc bonjour et merci pour votre accueil et bonjour à tous ceux que j'ai croisés en particulier au CCETT il y a quelque temps, voire il y a un temps certain. Sur la télémédecine, vous trouverez beaucoup de littérature et donc c'est vrai que j'ai pas envie de vous assommer avec tout un tas de transparents, tout un tas de présentations dans tous les sens. Je vais essayer d'être assez sobre sur l'image, en privilégiant un peu le son. Et aussi en favorisant les questions qui suivront. Donc faut pas, n'hésitez pas à préparer des questions que vous pourrez poser après. Je suis plutôt à l'aise à répondre sur des questions. J'ai peur d'un truc un peu trop pushy, ou à moins que vous ayez envie de passer une fin d'après-midi très calme à dormir dans votre fauteuil. Mais l'idée c'est quand même de provoquer le dialogue. La télémédecine ne marchera que si tout le monde s'en empare. Et donc c'est pas une affaire de technicien ou même de médecin, c'est une affaire de société et c'est beaucoup une affaire de patients, de gens concernés. Donc je vais essayer aussi d'illustrer un petit peu cette affaire-là. En bref, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est que BICOM, c'est un institut de recherche technologique qui fait partie des 8 en France, qui ont été créés dans le cadre du Grand Emprunt, qu'on appelle le plan d'investissement d'avenir, le PIA, pour ceux qui connaissent les codes, et qui est à l'origine un rapport émis par le couple Juppé-Rocard pour arriver à favoriser l'innovation dans les entreprises et favoriser le transfert de technologies venant de notre brillante monde académique vers notre monde industriel qui a un petit peu de mal à s'en emparer. L'idée étant, en caricaturant, de mettre des boîtes en carton et tout le monde bosse dans la boîte en carton et il faut que les gens soient ensemble à faire des choses ensemble. On ne paye pas chacun pour qu'ils disent qu'ils bossent avec l'autre, non. Les gens viennent et ils bossent ensemble sur un sujet commun. Le sujet commun de l'IRT BICOM à Rennes, c'est la suite de Images et Réseaux. En fait, c'est les technologies du numérique au service de la vie quotidienne, avec 3 domaines de prédilection, 2 qui sont assez logiques, qui sont en gros tout ce qui est audiovisuel, qu'on appelle hypermédia, les télécoms, qu'on appelle maintenant réseau et sécurité, et puis un domaine un peu nouveau, qui n'est pas le seul, mais pour montrer qu'il y a un usage, qui est le domaine de la santé, donc le domaine de e-santé. Le i voulant dire électronique, le i... à la fin, je dis souvent il m'emmerde, quoi, mais on met des i partout, mais en gros, c'est i quelque chose. Électronique, ça veut dire la version numérique de la santé, ou plutôt l'utilisation des technologies d'information et de communication dans le domaine de la santé. Le principe est donc assez simple, c'est qu'en fait, les membres de cette fondation de coopération scientifique qu'est l'IRT BICOM, donc des PME, du CHU, grands groupes, universités, grandes écoles, mettent à disposition du personnel, à leurs frais, et l'État, accessoirement les collectivités locales, donnent de l'argent à l'IRT pour embaucher les salariés complémentaires comme moi qui permettent de travailler sur les projets décidés en commun par les membres. Donc les membres disent, nous on aimerait bien travailler sur tel sujet, à condition que ce soit dans le thème. S'il y a des verrous technologiques, il y a de l'innovation, pouf, l'État dit ok, je vous fais confiance, et clac, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous travaillez sur tel sujet. Le but derrière, c'est de générer des ingrédients technologiques, donc des composants qui peuvent à la fois être utilisés par les chercheurs pour poursuivre leurs travaux académiques, et à la fois par les industriels pour, on dit text, enfin en gros les technologies qui rendent les vôtres meilleures. Donc voilà, c'est l'IRT, donc quelques chiffres. On est créé en 2012, donc le principal bâtiment, puisqu'on a des bâtiments à Rennes, enfin des locaux à Rennes, à Brest, à Lannion et à Paris, mais le principal se trouve sur le gros rond-point qui est près de la rocade sur Da Silva, donc sur Cesson-Sévigné.
On a 244 collaborateurs. Aujourd'hui, on dit plutôt qu'on est 300 personnes, en gros 150 salariés sous-traitants, 150 mises à disposition, qui représentent à peu près l'équivalent de 160 équivalents temps plein, parce que les gens qui sont mis à disposition ne sont pas à temps plein. Et puis on a un certain nombre de résultats, de projets européens, etc. Donc c'est pas le succès fou, mais on a été évalué la semaine dernière, on n'est plutôt pas dans les plus mauvais, on est plus petit, mais ça se passe plutôt bien. Il y a encore du boulot pour arriver, je sors de Rénin, je disais à André Renaud, pour discuter avec les chercheurs pour qu'ils s'impliquent plus dans le truc, il y a encore un peu de boulot. Et les industriels, pour qu'ils soient intéressés par ce que font les académiques, il y a encore un peu de boulot aussi. Mais on est là pour ça, et on essaye de trouver des projets qui soient motivants, intéressants, et qui soient des sujets d'appropriation. Donc la télémédecine, donc vous voyez en haut mon petit fils Gaston qui a tout compris, c'est-à-dire qui est en train de faire de la télétransmission de l'échographie. On pense que demain, on ne parlera même plus de télémédecine, puisque ça ne sera plus quelque chose considéré comme à part, ça sera tout simplement la médecine. Et ça ne veut pas dire que toute la médecine va devenir télémédecine, mais ça veut dire que vous ne parlez pas de stéthoscope. Enfin, le stéthoscope, personne ne parle de stéthoscope. Ben, simplement, vous savez que quand il y a le médecin, il y a un truc, et bon, la télémédecine va devenir un des dispositifs complètement intégrés dans la médecine, et petit à petit, ce mot va disparaître au fur et à mesure que tout ça, ça va devenir complètement normalisé. Un certain nombre de gens pensent qu'on va parler d'actes de télémédecine. Non, on va parler de conditions de pratique, c'est-à-dire en gros, la télémédecine, c'est une manière de faire la médecine. Et d'ailleurs, si on voit la définition, c'est une loi, la loi française a défini la télémédecine. Donc la télémédecine est une forme de pratique médicale à distance. Donc en fait, c'est pas quelque chose de spécial, c'est simplement la médecine. Simplement, il y a une pratique médicale à distance qui utilise les technologies de l'information et communication. Donc il y a des conditions pour que ça soit de la médecine. C'est premièrement, ça met en rapport des gens, donc soit des professionnels de santé, soit un patient, soit un professionnel de santé ou plusieurs professionnels de santé et un patient. Avec nécessairement la protection un peu des médecins, un professionnel médical, c'est-à-dire médecin. Donc on est en train de parler de télésoins pour permettre aussi aux infirmières et aux paramédicaux de pratiquer des actes à distance pour bien différencier la télémédecine, sous-entendu médecin, celui qui a des colonels là, et puis les autres choses là qui font le reste. Moi j'ai tendance à penser que la médecine c'est tout ça et qu'il y a des professionnels avec... bon, mais la télémédecine, on applique à un médecin. Donc c'est destiné à faire l'ensemble des actes de médecine, que ce soit la diagnostic, la prévention, la décision thérapeutique, la prescription, la surveillance. Aujourd'hui, on voit bien que dans la loi, la notion de téléchirurgie, la notion de téléthérapeutique, c'est-à-dire on va soigner à distance, n'est pas mis en exergue parce qu'on n'y est pas encore, parce que technologiquement il y a des freins, on en parlera à la fin. Mais on voit bien que demain, on pourra imaginer de faire des soins à distance réellement. On va y venir, mais ce n'est pas la priorité. Donc la motivation de ça, c'est par rapport à une déficience d'offre de soins, par rapport à des éloignements géographiques. En gros, la première motivation du législateur, c'est pour aller dans le sens de l'égalité d'accès aux soins. Dans une évolution de la médecine, où vous voyez bien qu'on est de moins en moins en face étant patient avec un seul interlocuteur. On a de plus en plus d'interlocuteurs, donc il y a aussi la collaboration entre tous ces gens-là. Les interactions, on imagine que déjà c'est pas simple d'avoir un médecin près de chez soi, qu'on peut aller voir un médecin généraliste, mais s'il faut en plus un spécialiste, 3 spécialistes, 4 spécialistes, bah, du coup l'équation devient impossible à résoudre. Donc il faut permettre aux gens d'avoir accès à plus de ressources médicales, donc ça veut dire y compris avoir accès à des ressources qui sont distantes. On parle souvent des mots autour qui sont e-santé, télésanté, EM-santé. La télémédecine, en gros, est un sous-ensemble de ce qu'on appelle la télésanté, souvent un petit peu à côté de ce qu'on appelle le M-santé, parce qu'après le I, on met le M pour mobile. En fait, c'est l'idée de la pratique où en fait on utilise les smartphones, voire les objets connectés, ce qu'on appelle l'Internet of Things, la IoT.
Et puis tout ça étant dans l'e-santé au sens plus global du terme, où en fait l'e-santé c'est tout ce qui utilise les technologies de l'information et de la communication au service de la santé. Donc comme tu disais André, un dossier médical, la prise en charge d'un patient, le remboursement, c'est de la e-santé, c'est pas forcément de la médecine, puisqu'on est en train plutôt de gérer l'aspect comptable. Je dis souvent, c'est choquant, mais c'est un peu vrai malheureusement, qu'un dossier patient, c'est en gros une carte de crédit avec 2-3 trucs autour. C'est-à-dire que l'informatisation de la médecine, c'est quand même beaucoup, comment on facture, comment on rembourse, comment on code, comment on paye les hôpitaux, comment machin. Puisqu'on parle de projet de médicalisation des systèmes d'information, ça veut dire qu'au départ, c'était pas du tout médicalisé, c'était que de la facturation. Et on se rend bien compte que l'apport de l'informatique traitement pour la médecine, elle n'est pas encore très utile. Par contre, pour la communication, elle est très significative. Et puis, on voit la robotique qui vient se mettre là-dedans. Pourquoi la robotique? Parce qu'on voit bien qu'il y a les hommes, mais demain, peut-être qu'il y a des robots qui vont rentrer là-dedans, soit pour accompagner, soit voire pour aider, soit pour intervenir. Enfin, donc, c'est des acteurs un peu particuliers. Donc vous retrouvez à l'intérieur de ces domaines les systèmes d'information sur les santé, la notion de service de santé en ligne pour la télésanté, et puis la notion de télémédecine, télésurveillance, etc. J'en parlerai, alors que le M-santé, c'est plutôt les objets connectés, les capteurs, les textiles intelligents, toute cette notion où demain le patient va devenir pas un champ de mine, mais un lieu d'exploration, on va avoir des tas de capteurs partout. On en reparlera plus tard. Donc vous avez dit télémédecine, donc en fait désolé pour le transparent qui est pas, parce que la définition, il faudrait que le musée de transmission se paye un truc un peu moins pourri si je peux me permettre, mais la HD, ça s'appelle haute définition, mais vous connaissez peut-être pas, vous n'êtes pas dans la télévision, vous n'avez pas bossé dans la télévision, ça vous dit rien, je pense. Alors il y a des lignes, des colonnes, et puis des pixels, et le nombre de pixels, ça vous dit rien, je pense, vous devez pas connaître, donc voilà. Alors on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés, je sais, je suis bien placé pour le savoir, donc voilà. Bon, bref. Donc vous avez aujourd'hui dans la loi 5 actes reconnus comme des actes de télémédecine, qui sont assez structurés et structurants. Vous avez le premier qui est la téléconsultation à gauche, qui est en fait la mise en relation entre un patient et son médecin. En fait, concrètement, ça se traduit par un système de visiophonie, qui montre l'image, qui fait entendre le son. On pense beaucoup à l'image, mais le son est souvent plus important que l'image. Pourquoi? Parce que dans le dialogue singulier entre le patient et le médecin, ce qu'en dit le patient est très très important, à double titre, parce qu'à la fois le patient raconte un vécu, et donc informe sur la prescription, les médicaments, ce qui lui est arrivé, etc. Et à la fois, il y a un ton. Donc, à l'analyse du son fait par le médecin, il comprend bien que ça va bien, docteur. Oui, ça va bien, docteur. Oui, ça va bien, docteur. Ça va bien, docteur. Oui, ça va pas du tout. Oui, ça va pas du tout. Donc, il y a ce qui est dit et puis l'interprétation de cette affaire-là. Et c'est vrai que l'image est importante. Vous imaginez bien qu'en dermatologie, etc., il y a des cas où l'image est importante, même les valises, le truc. Bon, la tête du patient, c'est important, mais on se rend bien compte, pour avoir un peu quand même fréquenté des médecins qui pratiquent des actes de télémédecine, on voit bien que la notion de son est très importante et que la qualité de l'interaction sonore est très importante. Et malheureusement, on a pas mal de systèmes, Internet et autres, qui privilégient l'image sur le son. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu à la télévision, moi j'adore, où vous avez la truc numérique, on est passé sur IP, on est vachement content, c'est vachement bien, et donc vous avez les journalistes qui est juste en bas, à l'Elysée, qui est à 3 rues, et on demande à la journaliste, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors donc je vous réponds, et on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et ben on se dit, on est passé par satellite, non, c'est le numérique. Bon, donc vous imaginez bien que dans un dialogue entre un patient et un médecin, ça agace. Quand pose une question et que ça met 3 plombs à répondre et que l'autre répond et comment vous avez dit docteur, j'entends pas, machin truc. Donc le son, c'est quelque chose de très très important. Et puis de manière complémentaire, parce que quand même il faut pas non plus négliger la notion d'information, la notion de prescription. Donc le dossier médical est un dossier qui est partagé entre le médecin et son patient. Et donc on privilégie en deuxième cette notion de partage d'informations médicales.
Le deuxième sujet, c'est la téléexpertise. Et la téléexpertise met en œuvre deux professionnels de santé. Donc un requérant et un requis. Le médecin ou le professionnel de santé, qui n'est pas toujours un médecin, est en général à côté du patient. Je dis en général parce que ce n'est pas toujours en présence du patient. Et il va demander l'avis à un professionnel de santé. Et là, quand on n'a pas présence du patient, il n'y a pas nécessité d'avoir cette simultanéité. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un dialogue, il n'y a pas besoin forcément d'avoir les visiophonies, il n'y a pas besoin d'avoir le son. Et il y a beaucoup de téléexpertises qui se font de manière asynchrone, en gros sous forme de mail, alors c'est pas le mail mais c'est structuré, mais sous forme de serveur, de service qui permet de déposer entre autres la téléradiologie, où en fait pour tout un tas d'hôpitaux qui sont suffisamment reculés pour qu'il ne puisse pas y avoir de radiologue à plein temps, en fait les examens sont interprétés au moins le soir ou le week-end en mode téléradiologie, c'est-à-dire sont envoyés sur des centres de téléradiologie qui sont soit des sociétés spécialisées, soit des hôpitaux qui eux ont leur radiologue à plein temps et qui vont aller interpréter ces examens, je dirais de manière asynchrone, donc en batch, pouf pouf, et puis qui eux-mêmes d'ailleurs peuvent entre eux redemander à un plus spécialiste. Vous avez un radiologue, vous avez un neuroradiologue, vous avez un neuroradiologue spécialisé dans les scléroses en plaques, enfin vous pouvez avoir toutes les spécialisations, et donc si on a là cette possibilité d'avoir accès à la substantifique moelle de la médecine française par étapes sans forcément envoyer aux grands spécialistes parisiens, je veux dire les bobos, etc. Donc la notion de téléexpertise est quelque chose qui en termes d'efficience sur les soins est très grande. Il y a des cas où par contre la téléexpertise se fait sous forme de visiophonie, de dialogue, où là un médecin va demander à un autre, voire une infirmière accompagne son patient et demande à un spécialiste et est témoin. Donc il y a toujours la notion d'intermédiation avec le professionnel qui va demander l'avis à l'autre, sachant que c'est le professionnel qui est au chevet du patient qui est responsable en fait vis-à-vis du patient. Contrairement à la téléconsultation où c'est le professionnel distant qui est responsable vis-à-vis du patient, en téléexpertise c'est le professionnel local qui est responsable vis-à-vis du patient et qui lui s'appuie sur un avis qui évidemment doit être assumé, c'est-à-dire il peut se retourner contre son petit camarade, mais vis-à-vis du patient c'est quand même lui qui est en première ligne. Vous avez ensuite le troisième cas qui est la télésurveillance, qui a été pas mal à l'origine de la motivation des industriels sur le passage du remboursement de la télésanté, en particulier, enfin la télémédecine, en particulier autour des prothèses cardiaques, en gros des pacemakers, des défibrillateurs qui sont portés par les patients. Et en gros, les patients vont un an, voient tous les 6 mois ou tous les ans, vont voir leur cardiologue pour qu'il règle les paramètres, qu'il regarde, etc. Or, il existe des possibilités qui permettent de transmettre les informations issues du capteur via une base qu'on a chez soi et qui sont transmises au cardiologue qui peut du coup donner un avis et du coup plus fréquemment peut éviter une visite. Donc en gros on garde la visite annuelle, mais tous les 6 mois il peut y avoir une visite qui est évitée parce qu'on a un suivi régulier de la télésurveillance cardiaque. Ça a été pas mal motivé, ça a été mis en place avec des remboursements qui sont faits, qui sont défaits, qui sont refaits, et là c'est refait avec toujours la question de savoir qui paye quoi, qui est payé, qui fait le boulot, sachant que celui qui fait le boulot et celui qui est payé, c'est pas forcément toujours le même. Bref, donc télésurveillance. Quatrième système. Alors juste petite parenthèse pour vous faire toucher du doigt la télémédecine dans sa réalité quotidienne. Il y a Anne-Brielle Billy qui est la responsable de l'innovation à l'Agence régionale de santé en Bretagne, qui a fait sa thèse sur la télésurveillance, le télésuivi cardiaque ça s'appelle. Et donc elle a interviewé tout un tas de patients, tout un tas de professionnels, enfin elle a fait son boulot de thésard pour... Et un jour, elle raconte qu'elle va dans un lieu très reculé en Bretagne où elle va interroger une petite dame qui était très 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 contente de voir quelqu'un, parce qu'elle ne voyait pas souvent quelqu'un. Donc elle lui a bien tenu la jambe pendant 2 heures, elle discutait avec la petite dame l'a remerciée, enfin elles sont devenues amies, etc. Et puis elle repart, et puis elle dit, mais est-ce que vous croyez que je peux sortir? Comment ça, je peux sortir? Est-ce que je peux sortir? Vous pouvez sortir? Oui, je peux sortir de ma chambre.
Elle dit oui, bah oui, je vois pas le problème. Parce qu'on lui avait dit que la prothèse cardiaque ne transmettait que quand on était à proximité. Donc en fait on rentre le soir et ça transmet les valeurs. Mais elle s'est dit, je ne suis pas à proximité, pouf. Et donc ça faisait 2 mois qu'elle se faisait livrer la nourriture, le machin, le truc. Et donc elle a libéré cette petite dame en plus de l'avoir donc elle est doublement amie, c'est que donc tous ces problèmes de technologie au service de la médecine, on rencontre les mêmes problèmes qu'on connaît, mais c'est avec une acuité, parce qu'en plus, il y a l'espèce de mystère de la technologie, il y a les trucs qui sont évidents, qu'on explique, bah oui, c'est évident, il comprend, mais en fait, non. Donc, c'est cette réalité quotidienne qui fait que, pour un certain nombre de gens, ça peut leur sauver la vie, il y a aussi des gens pour qui ça peut leur pourrir la vie, quoi. Donc, il faut faire attention quand on manipule de la techno au service de la médecine. Donc téléassistance, là on est sur en fait un acte typiquement autour de la prise en charge des plaies par une infirmière et où là à distance un professionnel de santé, un médecin en fait va aider, va guider le geste au service du patient. Donc là, on est souvent dans un contexte où on a aussi la visiophonie, on a aussi la présence du patient, et là, il s'agit plutôt d'agir. Et donc là, il y a une responsabilité partagée entre la personne qui agit, la personne qui dit quoi faire, puisqu'en fait, celui qui est à distance est un peu le prescripteur ou la prescriptrice de l'acte qui est fait par celui qui va finalement mettre un pansement, dire qu'il faut faire une injection, etc. Donc il y a cette responsabilité partagée. Et puis la cinquième, c'est celle que vous connaissez depuis tout le temps, puisqu'elle date de 78, c'est le 15, qui est la régulation, dont on a parlé récemment, puisqu'il y a des notions de responsabilité, entre autres les agents qui font la régulation médicale avec Strasbourg, où il y avait eu un aiguillage qui avait été fait malheureux, et donc qui avait abouti à un décès d'une personne alors qu'elle aurait probablement pu éviter. Donc là, il s'agit au téléphone de mettre en relation le plus rapidement possible un patient ou ses proches, enfin un patient, quelqu'un qui est en difficulté, et puis un médecin, ce qu'on appelle un régulateur. Et donc là, le premier niveau, c'est le régulateur, donc c'est quelqu'un qui est formé mais qui n'est pas un médecin, qui très rapidement, parce qu'il y a tellement d'appels pour des trucs du genre « j'ai pas les clés de l'ascenseur », enfin donc il ne pourrait pas avoir des médecins à chaque fois, mais très vite, l'idée c'est qu'en quelques dizaines de secondes, on puisse avoir un médecin s'il y a une urgence, quoi. Il faut savoir que par rapport à ça, on a une approche française qui est assez particulière par rapport aux États-Unis, et notion des ambulances, etc. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on considère qu'il faut le plus rapidement possible mettre en lien le patient et le médecin, y compris à distance. Et on considère que intervenir à distance, un médecin qui donne des conseils à distance, est plus important que d'envoyer l'ambulance à fond. Les États-Unis, ils ne se posent pas de questions, il y a un problème, on envoie l'ambulance, on récupère la chose qui bouge et on le ramène à l'hôpital et on saute dessus. Et en fait, quand on regarde l'efficience, pour tout ce qui est trauma, les Américains sont plutôt, donc les accidents, les fractures, etc., ils sont plutôt un peu plus efficaces. Pas beaucoup, il n'y a pas une différence. Par contre, pour tout ce qui est sournois, digestif, machin truc, l'approche française est bien meilleure. Parce que le dialogue, le machin, permet d'orienter mieux, d'envoyer vers le bon hôpital, éventuellement voir des choses, des choses qu'on peut faire avant de partir, que ne ferait pas un ambulancier. Donc il faut savoir que en France, cette approche du 15 est très médicalisée, d'où la notion de télémédecine, puisqu'il y a un professionnel de santé un médecin qui est en jeu dans l'affaire. Donc la téléconsultation, je vous montre, donc professionnel patient seul ou accompagné d'un professionnel de santé, et puis à droite réalise le médecin qui réalise le diagnostic, la consultation à distance, avec la notion du dossier médical du patient. Et puis ici, vous avez la téléexpertise, la télésurveillance, je vous laisserai mes transparents, vous pourrez regarder un peu plus en détail. Avec à chaque fois la notion d'informatique qui peut associer, accompagner ces actes-là, puisqu'on va petit à petit vers l'idée que le remboursement pour être plus ou moins, enfin du professionnel de santé, pour être plus ou moins soumis au fait qu'il utilise des outils qui vont bien, sachant que c'est toujours compliqué dans ces affaires-là, c'est-à-dire que le but c'est quand même la médecine, c'est pas forcément la régulation, donc il y a des cas où c'est compliqué, donc mais en tout cas, il y a la volonté d'essayer, comme tu le disais André, d'aller via la régulation, d'aller vers un peu plus d'efficience en utilisant des outils modernes.
Une petite parenthèse sur la télémédecine, puisque ici on est dans un bâtiment historique, pour dire d'où ça vient. Donc en fait, en 1905, il y avait déjà quelqu'un qui avait imaginé avec un appareil pour les transmissions d'électrocardiographes, donc qui sont le recueil du signal émis par le cœur, avec même la notion de radio news en 1924, où il imaginait déjà la télévision et la visiophonie, donc on voit bien. Concrètement, il y a eu des téléphones qui ont été construits dès les années 40-50 avec la transmission, donc on mettait l'écouteur comme un stéthoscope et on écoutait au téléphone en analogique, on écoutait le cœur et finalement ça pouvait faire le truc. Donc déjà c'était de la télémédecine. Et pour moi, le vrai moment où la télémédecine a décollé en France, c'est en 78, le professeur Larengue, Toulouse, Larengue, qui est une grande spécialiste de la télémédecine. Je vous invite à l'écouter, ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais truculent, mais il vous raconte de toutes les histoires qui peuvent se passer grâce à la télémédecine. Et voilà, et donc ça a été un des pionniers. Et il n'a eu de cesse que de faire bouger toute cette affaire-là. Mais entre 78 et maintenant, vous voyez le temps qu'il a fallu pour que ça soit adopté, puisque c'est que 40 ans après, donc en 2018, que la télémédecine, les actes de télémédecine ont été remboursés à partir de septembre dernier. Enfin, la loi a défini, à partir de septembre dernier, ça a commencé en février, donc le mois dernier. Donc pour y arriver, il a fallu tout un tas de rapports. Donc j'ai été le co-auteur du volet télésanté du rapport sur le développement industriel en 2008, qui a un peu déclenché les trucs, puisque on a émis ce rapport en juin et un peu vexé le ministère à fin 2008 a émis un rapport sur la télémédecine. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de protons, parce que il s'appelle le docteur Simon, qui est un néphrologue de Saint-Brieuc, qui s'est emparé du sujet, qui est maintenant, enfin qui n'est pas président, mais il a monté la Société française de télémédecine. Et alors que Larengue avait monté la Société européenne de télémédecine. Et donc ce rapport, ensuite un rapport émis par le CNOM, avec Jacques Lucas, qui est un Nantais, lui un cardiologue nantais, qui s'est emparé, le Conseil national de l'ordre des médecins, qui s'est emparé de cette affaire-là pour en particulier bien montrer l'implication médicale dans cette affaire-là, pour être sûr que ça ne vienne pas un truc un peu trop technocratique et que la médecine continue à être au cœur du sujet. Ensuite, on a remis un rapport au niveau de la FIEC avec l'aspect plutôt industriel, les perspectives de marché pour démontrer qu'il y avait des enjeux et que ce n'était pas que les Américains qui allaient envahir la France, parce qu'il y a toujours une trouille un peu de ça par les observateurs, enfin les ministères, etc. Donc il y avait un vrai enjeu économique derrière ce développement de la télémédecine. Et puis ensuite le CATEL, donc le CATEL c'est une association qui est elle aussi bretonne, qui est basée à Vannes, qui est le club des acteurs de la télémédecine, qu'on a créé en 95-96, donc c'est une vieille affaire, et puis qui continue à jouer un rôle d'animation de l'ensemble des parties impliquées, qui fait des téléconférences très régulièrement autour de la télémédecine, avec y compris un côté international, où il faut intervenir souvent pour des pays francophones, hein, mais que ce soit le Canada, les pays africains, etc., qui sont pas mal appliqués. Puis il y a vraiment à chaque fois un vrai travail d'appropriation par les professionnels, par les industriels, de ce sujet-là. Et donc, voilà, c'est intéressant de savoir que c'est vanté. Et puis, un rapport qui du ministère officiel suite aux expérimentations qui ont été mises sur la télémédecine et qui date de novembre 2017 et qui a dit « on y va, banco, on y va ». Donc les enjeux de la télémédecine, en fait, c'est d'abord un problème non technique. C'est d'abord un problème d'égalité d'accès aux soins. On considère, je ne sais pas si c'est vrai en France, mais les pays scandinaves, les pays, le Canada, les pays où il y a vraiment des grandes distances, considèrent que c'est 90 minutes. Ça veut dire qu'en gros, à 90 minutes, je suis prêt à prendre ma bagnole pour aller voir un médecin. Au-delà de 90 minutes, finalement, la télémédecine, c'est bien. C'est à peu près ce seuil-là. En France, où tout est plus petit, quand les Américains viennent ici, ils trouvent que tout est petit, tout est très proche. Je ne sais pas si ce 90 minutes est vrai, mais
on se rend compte qu'en France, la pratique est un peu différente, mais quand on est en montagne, etc., quelquefois 25 km, ça peut être bien 90 minutes, surtout en hiver et tout ça. Donc, en gros, il faut avoir ça à l'esprit, que la télémédecine ne remplacera pas tout, parce qu'on est quand même prêt à prendre sa bagnole pour aller avoir un médecin, mais c'est à peu près 90 minutes qui est le seuil de moyenne, hein, toujours pareil, qui est le seuil de déclenchement. Il y a un certain danger quand même dans l'égalité d'accès aux soins de penser que tout va bien se passer parce qu'il y a la télémédecine. Les médecins ont quand même tendance à se regrouper de plus en plus, et donc si on disait finalement il n'y a plus de problème de présence des médecins dans les campagnes parce qu'il y a la télémédecine, ça pourrait se retourner complètement, et finalement dans les campagnes il n'y aura plus accès du tout à rien du tout, parce que tant qu'il n'y a pas de présence physique de quelqu'un, une maison de santé, un cabinet d'infirmière, etc., un pharmacien qui permet d'avoir le premier, et puis même la présence, donc ça reste important. Donc en fait il faut faire attention à ce que la télémédecine, qui est censée répondre à une question d'égalité d'accès aux soins, ne soit pas en effet boomerang, un truc qui va dire c'est bon, on a réglé le problème et tout va bien. On commence à voir, il y a une société qui s'appelle 4HD qui fait une cabine à photomaton de la télémédecine, alors qui pour l'instant est plutôt dans de petits hôpitaux, qui n'ont pas de médecin en permanence, et qui permet dans les petits hôpitaux d'avoir un endroit où on peut faire une consultation. Donc c'est un peu do it yourself, mais un peu ça, quand on bricole, on se met son machin, on prend les trucs, et un espèce de photomaton, et qui marche pas mal, et qui me paraît, je ne l'ai pas vu pratiquer, mais j'avais discuté avec les gens, c'est une approche qui est quand même assez séduisante, et qui est vraiment très sérieuse dans la manière dont c'est fait. Je ne sais pas quel va être le succès, ça marche pas trop mal, mais qu'est-ce que ça va... Mais c'est un peu bizarre de se dire on a un photomaton, mais pourquoi pas, c'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de salle, donc on n'est pas chez soi, on est dans un lieu... c'est pas très simple en termes de stérilisation, de machin, des trucs. C'est pour ça que pour l'instant, c'est dans des lieux où il peut y avoir quelqu'un quand même qui nettoie et tout ça. Mais demain, on peut imaginer dans les pharmacies, N'hésitez pas à poser des questions si Christian a une question. Pas de questions, Christian? Pas maintenant. Pas maintenant, je te connais. Donc, le deuxième enjeu, c'est la notion de coût. Beaucoup de gens disent oui, la télémédecine c'est bénéfique parce que la télémédecine ça coûte moins cher. Non, la télémédecine ça coûte plus cher, je peux vous dire. Parce qu'il faut acheter les lignes, il faut acheter les appareils, donc la télémédecine coûte plus cher. Quand les gens disent la télémédecine ça coûte moins cher, non, la télémédecine ça coûte plus cher. Donc on dit mais pourquoi? Oui, c'est parce que c'est l'évolution de l'organisation qui fait que on peut faire évoluer l'organisation, donc en gros on n'est pas obligé de mettre un médecin partout, et comme on n'est pas obligé de mettre un médecin partout, ça coûte moins cher, beaucoup moins cher, et donc on peut se payer avec ce truc-là, on peut se payer le téléphone, les lignes, mais la télémédecine en tant que telle, ça coûte plus cher. Donc beaucoup de gens se sont dit, je prends un projet, je prends un truc, je mets la télémédecine, non, ça me coûte plus cher, qu'est-ce qui se passe? Oui, si tu n'as pas fait évoluer ton organisation, on n'a pas résolu le problème. Et donc derrière, il y a des enjeux de l'évaluation des coûts. Et même le bénéfice. Il y a des études qui ont été faites et on s'est rendu compte que quand on faisait, par rapport à avant, on faisait un projet de télémédecine, c'était toujours gagnant, c'était toujours mieux. Donc il y a la pratique quotidienne et puis on fait un projet de télémédecine et c'est toujours mieux. Et puis aux États-Unis, il y a des petits malins qui ont fait une évaluation un petit peu différente. Ils ont dit, il y a la situation normale et on va faire 2 projets. On va faire un projet pas de télémédecine et un projet de télémédecine. Donc un projet, ça veut dire un chef de projet, une chef de projet qui appelle tout le monde. Ouais les gars, vous êtes motivés, c'est bon, tu m'as envoyé le truc, ouais c'est bon. Ah oui, là on va faire une petite réunion pour savoir si on se coordonne bien, puis machin, qu'on voit le truc, enfin un projet quoi. Et en fait, ce qui a de la valeur, c'est le projet. Donc en gros, entre les télémédecines entre projet de télémédecine et projet de pas télémédecine, le gain n'était pas si évident. Par contre, le fait d'avoir un projet par rapport à pas avoir de projet, c'était vachement mieux. Donc après, les gens se sont dit, oui, mais quel est le gain de la télémédecine? Donc ensuite, il faut regarder globalement. Et donc le gain de la télémédecine, c'est que la télémédecine permet de faire évoluer l'organisation. Et donc le vrai gain, c'est l'organisation, c'est pas la télémédecine. Donc l'évaluation du coût de la télémédecine est quelque chose qui est assez compliqué. Et même la Sécu qui a posé des tarifs,
a tendance pour l'instant à laisser les tarifs de l'acte médical normal, à la consultation pratiquement au même prix, en se disant il peut être en condition aussi de télémédecine. Mais si ça se trouve, ils se disent il faudrait réduire le prix quand c'est en condition de télémédecine, parce que des choses qui coûtent moins cher, on va plus vite ou je sais pas quoi, ou au contraire plus cher. Et donc cette évaluation du coût, donc encore une Bretonne, c'est Myriam Le Goff à l'Institut Mines Télécom Atlantique, IMTA, qui est vraiment la spécialiste française de ces évaluations de coût de la télémédecine. Donc c'est un élément qui est vraiment très important. Et souvent je ramène cette notion de coût, parce que le coût ça veut dire payer les gens. Donc tout le monde veut bien être payé pour la télémédecine, je vais être payé. Oui, mais comment, qui va nous financer, qui va nous payer, etc. Alors moi je conseille souvent aux gens qui montent les projets de télémédecine, dire on ne parle pas d'argent, on parle juste de responsabilité. D'accord? Donc qui est responsable? Donc s'il y a un problème, s'il y a une merde, qui est responsable? Et là, du coup, les gens sont un peu moins tous à se précipiter. Puis une fois quelqu'un dit oui, je veux bien prendre la responsabilité, celui qui prend la responsabilité, c'est lui qui est payé. Et celui qui dit moi je ne veux pas être responsable, le responsable, il est payé moins que celui qui veut bien être responsable. Et en fait, souvent, c'est très intéressant de mettre ces enjeux de responsabilité, sachant que tout le monde est complètement obsédé côté médical par le fait d'être poursuivi par les patients. Il faut faire confiance à la justice. Il y a une histoire qui est un peu emblématique. Il y a eu à Grenoble, il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, un patient ou une patiente, je ne sais pas, qui avait un problème, et on lui a fait un scanner. Donc un scanner qui a été envoyé aux spécialistes au CHU de Grenoble. Et le spécialiste CHU de Grenoble a regardé l'image, mais la qualité de transmission était complètement pourrie, etc. L'image était pourrie, et il a dit non, vous ne me l'envoyez pas. Et le patient est décédé, alors que l'analyse après a montré que s'il avait été transféré, il aurait pu être opéré, il aurait pu être pris en charge, et en gros il aurait pu éviter son décès. Du coup il y a eu un jugement, et le médecin a dit ouais, mais l'image était pourrie, c'est pas de ma faute, c'est le fournisseur de l'image qui m'a fourni, ou le transmetteur, en gros c'est un problème technologique, donc moi j'y peux rien, problème technologique. Et le juge lui a dit l'image était pourrie. Oui, vous le saviez, oui. Vous avez pris une décision alors que voilà, donc point. Et donc ça veut dire que, in fine, le jugement sera toujours ramené dans un contexte de bon sens près de chez vous. Ça ne veut pas dire que derrière, les fournisseurs technologiques ne sont pas responsables, puisque par exemple dans la loi, la chaîne de transmission technologique, il y a bien la notion de responsabilité du fournisseur technologique, mais qui est responsable par rapport à un engagement de qualité, etc., on ne peut pas l'accuser d'avoir tué quelqu'un, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui a pris la décision qui fait que... Donc en fait, à chaque fois, il y a un jugement, mais tout le monde est impliqué. C'est-à-dire que ce soit le fournisseur de la techno ou le médecin, le juge regardera en détail, est-ce que tu as fait ton boulot ou pas, bon sens près de chez vous. Le fond de l'affaire de la télémédecine, c'est le maintien des rapports humains. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, à travers le son, à travers l'image, c'est comment est-ce que ce système technologique est amené à être au service du rapport humain et pas contre le rapport humain. Avec de temps en temps des surprises. Il y a celui qui a été président du CATEL, il est peut-être encore, qui est psychiatre infantile à Vannes. Lui, régulièrement, va faire le tour des îles du Morbihan pour aller voir ses patients, ses petits jeunes. Alors à chaque fois, c'est une journée, c'est un peu... Donc il y va très rarement. Et donc ils ont mis en place, alors pas toutes les fois, mais une fois sur deux, la possibilité pour les enfants d'être en dialogue avec lui en visiophonie. Alors évidemment, il y a une infirmière qui est avec l'enfant, etc. Et donc c'était sur la question de est-ce que finalement ce rapport en psychiatrie en plus, est-ce que le fait d'avoir un écran, ça gêne? Et lui dit oui, c'est sûr que c'est moins bien qu'en physique. Mais il a l'exemple d'un gamin, je ne sais pas quoi, il avait 7-8 ans, gros trouble et impossible de le maîtriser. Donc il bougeait tout le temps, il était tout le temps, il ne savait pas où il était, à l'infirmière, donc il y a la caméra, où est-ce qu'il est, voilà, vous imaginez bien la situation, où est-ce que tu es, bon. Et puis à un moment donné, puis il y avait quand même des problèmes de qualité de transmission, etc. L'image se figeait, c'était en plus, les conditions de visiophonie étaient quand même assez pauvres. À un moment donné même, il voit le truc, il voit le gamin avec l'image du gamin complètement figée, et puis là, il regarde l'image, puis il voit l'infirmière qui continue à bouger. Donc il se dit techniquement comment c'est possible que l'image du gamin soit complètement figée et que l'infirmière bouge.
Et en fait, le gamin, lui, avait repéré que l'image de temps en temps se figeait, et il s'était mis à jouer l'image figée. Donc en fait, il s'était figé. Et il a rebondi là-dessus, le médecin, en lui disant, bah, tu vois, tu es capable de te contrôler, tu es capable. Et du coup, il dit, ça m'a donné un point d'entrée pour pouvoir dialoguer avec le gamin et trouver que finalement, il était capable de se figer. Donc après, il jouait à figer l'image. Bon, alors, c'est pas pour dire que la télémédecine est beaucoup mieux dans le rapport humain, mais ça veut dire que ça crée un rapport humain différent qui peut être aussi une condition de poursuite du dialogue. Donc ça, c'est pas forcément complètement bloquant. Et puis dernier, j'en ai parlé beaucoup, c'est l'histoire de l'évolution de l'organisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est amené à faire les choses. Je reviens à mon télésuivi cardiaque, là. En fait, j'ai assisté à une conférence où en fait, il y avait les industriels qui râlaient parce qu'ils n'étaient pas payés, parce qu'il fallait qu'ils soient payés, c'est eux qui faisaient tout le boulot. Et puis après, les cardiologues qui ont râlé parce qu'ils n'étaient pas payés, parce que c'est eux qui faisaient tout le boulot, donc en disant, on va être payé, tout le monde va être payé, etc. Puis notre fameuse Albriac Billy a témoigné parce qu'elle avait déployé le truc en région Bretagne, en tant qu'ARS, donc elle avait eu l'Agence régionale de santé, elle avait développé le truc, puis elle explique. Et puis elle dit oui, en fait, tout le boulot est fait par des infirmières. Parce que c'est les infirmières qui recueillent les valeurs de cardio de tous les patients, et puis qui après regardent, et puis si c'est une alerte, on envoie au médecin, donc un boulot plus important. Mais c'était assez drôle de voir les industriels et les cardiologues qui disaient être payés, mais qui n'avaient même pas parlé du fait qu'il fallait payer l'infirmière aussi. Donc, quelquefois, pardon... Donc, quand on met en place une nouvelle organisation, enfin une nouvelle technologie, c'est une nouvelle organisation, donc ça veut dire de nouveaux acteurs, donc il faut aussi prendre en compte cette dimension globale. Petite parenthèse, quand on parle de la technologie dans la santé, j'ai quand même, comme vous, beaucoup fréquenté des ingénieurs, et c'est vrai qu'on se dit quand même, la santé, franchement les médecins, franchement ils font pas d'efforts, hein, parce que tu verrais, franchement, mais ils comprennent rien du tout, je leur demande leurs besoins, ça change tous les jours, enfin c'est infernal, il faut qu'ils soient précis quand même. Bon, alors, finalement, quand on fait une voiture, on prend une plaque de tôle à l'entrée, voilà, et puis on a une bagnole à la sortie, et puis la voiture, elle démarre, c'est bon, elle démarre pas, c'est pas bon, d'accord? Ça c'est automobile. La santé. Donc la santé, voilà, notre usine. Donc à l'entrée, on a un bonhomme ou une bonne femme. À la sortie, on a un bonhomme ou une bonne femme. Et là, comment est-ce qu'on sait? C'est... Et non, mauvaise réponse. Enfin, c'est bonne réponse, mais je suis un peu provocateur, mais les services de soins palliatifs, il faut les exclure de l'hôpital. Les maternités, c'est pas guéri, c'est... Voilà, bon. Donc en fait, c'est mieux à la sortie qu'à l'entrée. Et mieux à la sortie qu'à l'entrée, est-ce qu'on peut définir des critères très précis de mieux à la sortie qu'à l'entrée? Ben non. Donc on fait appel à l'ouvrier de base, le médecin, comme le prof d'ailleurs qui fait redoubler ses élèves, quand c'est forcément l'élève qui est mauvais, c'est pas le prof, c'est bien connu. Donc le médecin évalue de savoir si c'est mieux à la sortie qu'à l'entrée, qui lui-même décide de ce qu'il faut faire. Donc jusqu'à maintenant ça allait parce qu'il y avait des contraintes. Il y avait des contraintes physiques, parce qu'il fallait que le patient et le médecin soient ensemble, il fallait, quand on fait une IRM c'est 3 Tesla ou 1,5 Tesla, il n'y a pas un truc pour changer l'élément, le stéthoscope il marche comme ça. Demain, aujourd'hui même, on est dans du logiciel, donc on peut tout faire, tout est possible, télécom, tout le monde peut être à distance, donc finalement il n'y a plus de contraintes. Et donc on se retrouve toujours dans des problématiques très très compliquées, de pouvoir évaluer, de pouvoir élaborer des choses, et la télémédecine fait partie de ces choses très compliquées qui ont été analysées par le ministère lorsqu'ils ont fait une analyse sur les technologies clés. Ils ont considéré que la télémédecine c'est une technologie clé française et les technologies s'appuient les unes sur les autres. Et la technologie de la télémédecine était une technologie qui utilisait 17 autres technologies, la vidéo, le machin, le truc, et qui était utilisé pratiquement par aucune autre technologie. Ce qui fait que c'est un des systèmes les plus complexes qu'on a été amené à manipuler en termes de savoir ce qu'il faut faire. Donc le patient en entrée en sortie, l'amélioration de l'état, le médecin opérateur évaluateur, et donc ça veut dire que c'est important d'avoir des mesures
pour permettre aux médecins d'objectiver, surtout quand on est à distance. Donc quand on est en présence moins physique, qu'on est plus à distance, qu'on est plusieurs à intervenir, il faut qu'on se transmette la mesure, d'où la notion de faire petit à petit rentrer la notion de mesure, d'où le mariage, entre guillemets, entre les objets connectés et la notion de télémédecine, parce qu'il faut objectiver à distance cette mesure. Le médecin, il commence par discuter avec vous, puis après il fait ses mesures, ses stéthoscopes, ce machin, en fonction de la discussion. Donc ce dialogue reste important de manière préalable, mais c'est vrai que ces mesures l'aident à vérifier, à valider le diagnostic qu'il a posé. Donc en termes de défis technologiques, il y a la qualité de la visiophonie. Donc j'en ai parlé, en particulier au niveau du son. Il y a aujourd'hui des technologies qui sont plutôt avec des postes installés sur place. On va vers le tout web avec ce qu'on appelle WebRTC, mais il y a encore des problèmes de latence, il y a des problèmes de réactivité, et donc on ne peut pas considérer, moi je ne considère pas que la visiophonie ça soit parfait. C'est-à-dire que, je ne veux pas dénoncer les petits camarades, mais on a, en tant qu'actionnaire de Bicom, un grand opérateur français, on a eu des réunions avec eux, de temps en temps, on s'emmerde avec un quart d'heure pour arriver à faire fonctionner le foutu visiophonie, de machin, de trucs. On est trois et ça marche pas, c'est horripilant. C'est horripilant. C'est pas encore comme ça. Ça ne veut pas dire que ça marche jamais, ça veut dire qu'on ne peut pas être sûr que ça marche. Et donc ça c'est un vrai problème quand on est dans un enjeu médical, vous imaginez bien, puisqu'eux ils ne veulent pas s'embêter avec ça. Quand en plus vous avez des patients qui ont des troubles psychiatriques, alors derrière, il y a intrinsèquement le problème de la visiophonie. Par exemple, quand vous êtes avec deux interlocuteurs, il y a notion d'égalité. Alors c'est vrai que le médecin domine le patient, mais c'est important d'avoir cette notion d'égalité. Vous savez bien que selon l'endroit où vous mettez la caméra, au-dessus ou en dessous de l'écran, comme la caméra n'est jamais au milieu de l'écran, vous regardez à côté. Vous connaissez l'histoire de Mitterrand et de Chirac, Mitterrand qui dit dans la caméra, j'ai pas menti en regardant la caméra. Droit dans les yeux, français, je vous dis, je n'ai pas menti. En fait, il regarde la caméra, il regarde pas Chirac, et tout le monde pense que, etc. Et donc, ça veut dire que cette notion de regard, et cette notion qui rentre aussi dans le processus médical, je fais confiance, je fais pas confiance, il me regarde pas. Donc, en visiophonie, il y a des problèmes techniques, technologiques, il y a aussi des problèmes de fond. Le problème alors est-ce que avec des lunettes, avec machin, on arrivera à améliorer? Je pense qu'il y a encore un travail important à faire autour de ça. Bon, les débits en zone reculée, il ne faut pas sous-estimer en disant que la 4G est partout, etc. Vous savez qu'il y a encore des endroits où l'accès est très compliqué, et comme par hasard, c'est justement ceux-là qu'on besoin de la télémédecine. Donc, alors les solutions satellites sont bien, mais ont des latences, donc il y a encore des questions de débit en zone reculée. Nous, on a tendance à penser qu'on a la fibre optique partout, mais quand on est des urbains, dès qu'on va en montagne, dès qu'on va au milieu de la Creuse, ça devient rapidement beaucoup moins vrai. Pardon? Même en Bretagne, tout à fait. On arrête. Il y a un problème que les gens sous-estiment, qui est la notion d'identification du patient. Je me permets d'insister là-dessus parce que ça paraît des problèmes qui sont des problèmes d'organisation, c'est quand même aussi des problèmes techniques. C'est-à-dire que pour pouvoir bien soigner quelqu'un, il faut avoir les informations sur la personne, et c'est très important de savoir qui c'est. Et bien identifier les patients, c'est quelque chose de terriblement compliqué. Donc les gens disent oui, mais avec la carte vitale est encore imprécise, elle s'améliore, mais elle est encore imprécise. Il faut savoir que c'est une carte d'assuré et pas une carte de patient. C'est-à-dire pendant longtemps, les parents avaient leurs enfants sur leur carte, donc en fait les enfants n'ont pas de numéro de sécu individualisé, donc ça vient, mais ça met du temps. Ensuite, il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la carte vitale parce qu'ils viennent de l'étranger, parce que je sais pas quoi, parce que truc, donc on ne peut pas toujours prendre en compte la carte vitale. Il faut savoir aussi que pour beaucoup de gens, la carte vitale c'est compliqué, en particulier pour les gens qui viennent de l'étranger et tout, ils ne comprennent pas une carte verte, et puis moi j'en ai pas, je prends celle de ma belle-sœur et j'arrive, et comme par hasard, c'est ces gens-là qui ont un nom compliqué que les gens ne comprennent pas avec la langue, etc. Et c'est cela. Et aujourd'hui, il faut savoir que si on ne fait pas attention dans un hôpital, c'est 20% d'erreurs. Si on fait attention, c'est 3% d'erreurs. Alors 3% d'erreurs, ça ne veut pas dire qu'on tue 3% des patients. Ça veut dire qu'il y a 3% de dossiers qui sont mal identifiés, c'est-à-dire en particulier qui sont des doublons. Alors le doublon, c'est un truc qui peut vous arriver. Vous allez à l'hôpital, bon, machin, vous y allez souvent, et puis vous arrivez, bonjour, machin, voilà, oui, vous arrivez, une fracture, oui, machin, pouf, pouf, machin, oui, je suis venu, oui, j'ai eu un problème, alors oui, c'est ça, vous êtes venu, oui, je suis venu, j'ai un problème aux yeux, je me suis fait opérer.
Non, moi j'ai un truc, l'appendicite. Ah oui, oui, je suis venu à l'appendicite. Bon, pouf, pouf. Appendicite, donc c'est bon, la même personne, vous arrivez, pouf, tac. Donc vous arrivez, tac, tac, et puis vous faites opérer, et puis vous revenez 3 mois après. Puis 3 mois après, bonjour, je m'appelle machin, etc. Oui, vous êtes déjà venu, oui, j'ai un problème d'appendicite. Non, vous avez eu un problème aux yeux. Oui, oui, ah oui, oui, bah pouf. Et alors voilà, et puis après, le gars arrive, le chirurgien arrive, il regarde, et puis il dit, ah je comprends pas, je ne retrouve pas votre dossier, vous êtes venu quand pour faire le suivi, là je comprends pas, je ne retrouve pas. Et en fait, vous avez 2 dossiers. Vous avez un dossier où vous avez l'appendicite plus la première opération, et puis vous avez un dossier où vous avez l'ophtalmo et la 2e opération. Et comme vous appelez Jean Dupont comme tout le monde, ou Marie Le Goff comme tous les Bretonnes ou toutes les Bretonnes, pouf, et du coup vous avez des doublons. Et comme on a une trouille de fusionner les trucs, les dossiers, et comme on va de plus en plus vers un hébergement à distance, ça veut dire qu'on n'a pas accès aux patients pour dire c'est vous. Donc on est avec la sécurisation peut-être de confidentialité machin, mais on est en danger. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que ça soit géré à l'extérieur sans accès à nous pour nous dire c'est bien vous, on se met en position de danger. Alors je vous fais un peu la trouille pour ça, mais soyez vigilants. C'est-à-dire pensez pas, oui. Juste une remarque, j'ai pris connaissance d'une directive très officielle du ministère qui montre que les caractères accentués ne doivent pas exister sur les cartes vitales. Pas de chance pour les gens qui ont un patronyme avec des caractères accentués. Alors, bon, je propose, on parlera sur le débat, mais il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, c'est ce problème de l'identification des gens. J'ai travaillé à l'AFNEUR pendant 3 ans dans le groupe de travail qui est à l'origine de l'identito-vigilance. Donc je connais un petit peu le sujet, on pourra en parler, mais c'est un vrai sujet. Pour vous dire juste, soyez en préoccupation. Je raconte souvent l'histoire d'un ami qui en plus médecin et sa fille étaient opérés dans une clinique, et puis il y avait 2 enfants, et puis l'infirmière arrive avec les 2 enveloppes de papier craft, toc, toc, puis elle repart, puis il dit, excusez-moi madame, là, excusez-moi, là vous avez mis les 2 enveloppes là, parce qu'ils vont se faire opérer là, mais vous avez vérifié? Bah je connais mon boulot quand même. Non mais vous avez vérifié? Je connais mon boulot monsieur, je connais mon boulot. Oui, bah c'est bon, oui, pouf, paf. Et alors après vous vous dites, oui c'est bon, mais il faut savoir que l'opération, on commence par vous mettre, quand j'étais opéré pour un truc, un gars me racontait, la fois d'avant, il avait été opéré ligament croisé. Ligament croisé, on voit rien. Donc il est très agréable, petite assistante infirmière qui lui rase la jambe, enfin c'était un moment de plaisir, dans un moment désagréable quand même, mais il y a des moments quand même un petit peu de bonheur, et donc elle lui rase la jambe, c'est pas désagréable du tout, puis il lui dit oui, vous rasez les 2 jambes. Ah non, ah mais c'est pas celle-là, c'est l'autre. et il lui a fait écrire, c'est pas celle-là. Et il a eu parfaitement raison. Parce que vous arrivez, on rentrez, jambes rasées, machin, vous passez ça à la bétadine, après la jambe est violette, et si vous devez en couper une des 2, bah, vous n'hésitez pas. Et après, bon. Donc, aujourd'hui, il y a des vérifications obligatoires, il y a des normes, il y a des choses comme ça. Vous vouliez intervenir, dans le fond, non? Non. Simplement pour la personne, ça arrive une fois et ça vous pourrit la vie. Ce que je peux vous dire, c'est que les problèmes dans les opérations, sur les 8 millions d'opérations en France, chaque année, les 8 millions d'opérations, il y a entre 62 et 92 000 incidents graves qui étaient évitables. EIG. Événements indésirables graves, qui étaient évitables. Et pour des problèmes, donc il y a un quart qui est lié au problème du chirurgien qui a eu un mauvais geste, mais que un quart. Et il y a 3 quarts il y a d'autres raisons, c'est des problèmes de communication entre les intervenants, des problèmes de non-respect de procédure, c'est-à-dire on n'a pas fait dans le bon ordre, et des problèmes de stress, c'est-à-dire les gens sont stressés et du coup faut un truc qui ne va pas parce qu'ils sont tendus, parce qu'ils sont... Donc c'est pas souvent, mais si vous comparez au nombre d'accidents d'avion, c'est très souvent. Aux accidents de voiture, c'est donc pour vous dire c'est un vrai, et en tout cas le fait que l'identification se traduise par un accident grave, c'est pas fréquent. Le fait qu'il y ait des problèmes d'identification, c'est extrêmement fréquent. Extrêmement fréquent. Vous n'imaginez pas. Donc soyez vigilants, même être un peu... moi j'ai tas d'histoires. Hein. Un copain dans une spécialité que je décrirai pas, il était jeune, il dit Madame Michu, bon bouffe, pauvre Madame Michu, toc toc, il fait Madame Michu, tac tac tac, Madame Robert, et puis il va chercher dans la salle d'attente Madame Robert. Madame Robert, vous êtes qui?
Madame Michu. Voilà. Et heureusement, les deux personnes avaient les mêmes choses. Donc il avait fait la même chose, donc il avait fait la bonne chose à la première. Bon. Donc je suis un petit peu lourd là-dessus, mais c'est une question qu'en tant que patient, vous devez savoir. Et donc l'étape d'après, c'est l'interopérabilité. Et donc en gros, autour de l'imagerie médicale, il y a une grande interopérabilité. Au niveau du dossier médical, on y vient, mais pas encore complètement. Avec le dossier médical personnel, on va dans le bon sens. Mais ça a mis un temps en particulier parce que tout le monde freine. Mais je vous encourage quand même à ouvrir votre dossier médical personnel parce que ça peut aider quand même. Avec le respect de la confidentialité, j'ai une confiance assez grande dans la manière dont le dossier médical personnel gère la confidentialité. Par contre, j'ai moins de confiance dans Google et compagnie. Oui. On peut peut-être graver un code barre sur... Oui, ou sinon il y a l'ADN. Ouais. Je suis médecin. Moi, oui, je sais bien, on s'est déjà vu. Oui. Oui, c'est déjà sûr, et c'est vrai que j'ai eu des erreurs, mais quelquefois, en appelant un patient par son nom dans la salle d'attente, eh bien, un autre patient se lève. Et après, on se rend compte que c'est pas le bon, et le patient qui s'est trompé en venant, il dit, mais vous vous rendez compte, vous auriez pu vous tromper, docteur. Et c'est lui qui s'est... Alors, bien sûr, à ce moment-là, on fait profil bas, parce qu'il n'est pas question d'accuser le patient, et puis il était stressé, il voulait passer, il venait pas dans la bonne salle pour le bon examen, mais moi, j'avais pas le moyen... concrètement à ce moment-là, sauf qu'en parlant avec lui, ça n'allait pas. Mais il fallait parler avec lui pour se rendre compte que ce n'était pas le bon. Et donc il faut être très très vigilant sur cette affaire-là, et c'est bien aussi montrer que la responsabilité elle est partagée. C'est pour ça que je dis aux patients d'être vigilants sur cette affaire-là. C'est pas qu'une question de ne pas faire confiance au médecin, c'est une vraie préoccupation commune. Je pense que c'est complètement, vous abondez complètement dans ce sens-là. Ah oui, vous avez tout à fait raison. Pour les interventions, dans les blocs opératoires, ils font très attention, mais malheureusement, on sait bien que... Voilà. Et maintenant, quand on vous fait des prélèvements sanguins, c'est agaçant, mais l'infirmière a l'obligation de vous demander tous les jours votre nom, votre prénom, etc. Et c'est à vous de le dire, c'est pas elle de le dire. Mais on s'est vu hier. Ok, mais il faut le dire. C'est la qualité, c'est le prix de la qualité. Enjeu pour demain, parce que je vois André qui regarde sa montre et est complètement angoissé, il va avoir goûté. Et les enjeux pour demain, en gros, je l'ai un petit peu abordé. Il y a la notion des objets connectés. Donc on va vers une multiplication, même si le buzz est en train de redescendre, puisqu'en fait il y a beaucoup d'objets de bien-être qu'on utilise pour la santé. Et on se rend compte que finalement, c'est pas si efficace que ça. Il n'empêche que d'ici une dizaine d'années, ça va quand même revenir. Avec une prise en charge des éléments de dispositifs médicaux et tout. Bon, vous avez quand même la montre Apple qui est FDA approved, donc la montre, donc Apple, fabricant grand public, a des allégations médicales, c'est-à-dire a dit qu'ils sont capables de détecter des maladies cardiologiques en amont. Donc c'est quand même, ça veut dire que c'est en train de changer de volume et changer d'enjeu. Vous avez ici un équipement pour le diabète, pour les gens qui ont une insuline avec des possibilités de réglage automatique du niveau d'insuline. Ça change la vie au moins les diabètes type 1, diabète type 2, c'est plus compliqué, mais ça peut vraiment vous changer la vie des patients dans le sens positif. Et moi je cite souvent, vous pourrez regarder, ça s'appelle Butterfly Networks. Et c'est une boîte américaine qui a complètement refondu la notion d'ultrasons, donc des échographies, et qui a utilisé ce qu'on appelle des MEMS, qui sont les composants en silicium mécanique, là il y en a beaucoup fait au Leti à Grenoble, et qui en gros change complètement la technologie d'ultrason, et qui a mis toute l'ultrason dans la sonde, avec la batterie comprise, donc un truc qui tient dans la main, et puis juste un câble à 300 mégabits qui vous met sur votre iPhone, et là-dessus vous avez toute l'application, vous pouvez changer l'énergie, et ça c'est 2000 $. 2000 $, sachant qu'un échographe aujourd'hui, ça commence à 30 000 $. Donc ils sont en train de tout péter, donc ça veut dire que demain, les patients ou les patientes en surveillance pourront avoir ce genre d'équipement, ou l'infirmière pourra venir, et donc là on voit un âge demain de la télémédecine, avec comment est-ce qu'on manipule ça. Nous on travaille sur comment, on va pas transmettre l'image en temps réel tout le temps, et puis derrière cette accumulation de données va nécessiter une analyse pour que le médecin soit pas encombré avec tout un tas d'informations, donc il va falloir faire un tri préalable des détections, et donc on voit le couple avec l'intelligence artificielle
qui avec le deep learning, les réseaux neuronaux, va permettre sur l'apprentissage de faire un tri sur ces valeurs pour dire alerte, pas alerte, et générer ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire la notion de dire il faut faire quelque chose ou pas quelque chose, qui vont être un outil assez précieux pour le médecin sans le remplacer, hein, mais avec toute la question de la confiance que peut avoir un médecin vis-à-vis de l'intelligence artificielle. On pourra en reparler si vous avez des questions autour de ça. Et puis, deuxième question sur laquelle on est là un peu plus nous, alors est-ce que je vais y arriver, je ne sais pas, un peu plus actif, c'est-à-dire la notion de vidéo médicale temps réel avec la transmission d'images et la synchronisation d'images. Donc en gros, c'est une première mondiale qu'on a réalisée en 17 janvier, c'est la première fois que je présente à l'extérieur de BICOM. Donc en gros, c'est une opération urologique, mesdames, vous n'êtes pas concernées, il s'agit de la prostate, où on peut reconstituer le canal urinaire par laser. Et le docteur Vincent Do, donc ici on voit à gauche l'échographie, à droite la sonde de l'endoscope. L'échographie aide à positionner bien la sonde au bon endroit dans la prostate. Et ensuite, la deuxième opération consiste à mettre un laser en balayant la surface de la prostate pour reconstituer ce canal urinaire. Et vous voyez la synchronisation des vidéos sur l'écran double à droite avec la nouvelle approche qu'on a approchée, et on est en train d'écrire à Rennes le standard mondial de l'imagerie médicale temps réel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, au-delà de ici mettre des métadonnées, c'est-à-dire des données patients qui sont superposées sur l'image en temps réel, et comment est-ce qu'on peut synchroniser les deux images. Donc on est en train d'inventer le standard d'interopérabilité de l'image médicale de demain. Donc c'est, je veux dire, un premier truc dont on est un peu fier. Donc je fais un peu mon frimeur, mais c'est vrai que ça montre qu'on peut faire des choses. Et pour terminer, la petite page historique pour faire plaisir à André. Les Bretons et Rennes dans tout ça. Donc 36 ans d'histoire. Donc à gauche, là, vous avez une structure dont certains ont entendu parler. CCETT, avec un actionnaire TDF et France Télécom, avec beaucoup de fonctionnaires à l'époque. Un projet qui a été mené par un chirurgien du CHU de Rennes et quelqu'un, peut-être que sa femme travaillait au CCETT, je ne suis pas sûr, mais un certain Renoulin côté CCETT, qui ont monté un projet qui s'appelle Sirène. D'accord, plan État-région de 83-89. Ensuite, qui a donné lieu à une deuxième étape qui est un projet Cerium, avec l'Université de Rennes et puis qui est associé General Electric et autres, qui a donné un spin-off qui s'appelait Etiam, qu'ensuite j'ai revendu à un entrepreneur en 2011, fin 2011, que j'ai quitté en 2014. Et cette société a été rachetée par les Mutuelles Nationales des Hospitaliers, qui est devenue maintenant Nouvelle Entreprise Humaine en Santé, NESH, et qui continue sa vie et qui équipe aujourd'hui 500 hôpitaux pour envoyer toute la téléradiologie quand il y a des accidents vasculaires cérébraux, la téléradiologie, etc. Toutes les greffes, c'est fait avec des systèmes ACETIAM maintenant, avec ici l'historique. Et ce ACETIAM, bon, bien qu'il soit parti depuis, mais les mêmes actionnaires qui sont un peu moins fonctionnaires qu'avant, mais TDF et Orange, il n'y a pas de critique dans ma femme est fonctionnaire, donc je dis simplement c'est un fait. C'est pour ça que je n'ai pas mis les mêmes, mais voilà, sont actionnaires de cette fondation BICOM, au même titre que le CHU de l'Université de Rennes et Etiam, et on a pu retravailler sur des projets qui finalement prolongent cette affaire, donc c'est une certaine continuité, sachant qu'on avait en 98, donc là 83, il y a un document que je vous invite à trouver, c'est le document qui raconte l'histoire de Sirène, un peu partisan parce qu'il y a des règlements de compte à hockey choral au sein de l'Université de Rennes, donc écrit par Boulier et de certaines sur le projet Sirène, avec à la fois la structure technique et à la fois les changements d'orientation du projet, donc assez intéressant. Il y a une société TSI qui s'est associée à France Télécom pour créer une spin-off et e-lab spécialisée dans la transmission d'images sur Numéris entre Lannion et Rennes, qui a été un peu à l'origine de toutes ces affaires de téléradiologie en France. Donc la société n'existe plus, TSI l'a rebondi, mais en tout cas la chose a été à l'origine de cette affaire. Et puis le Cerium a été amené à créer un groupement d'intérêt public imagerie médicale, où on a mené un certain nombre de projets
fait autour de toutes ces affaires de ce qu'on appelle les PACS, les Picture Archiving and Communication System, et aussi des projets de téléradiologie. Et on a été amené en 1995 à lancer un projet qui s'appelait Immédiat, qui a mis juste 4 ans à décoller, comme son nom l'indique, qu'on a mené avec le CNET Lannion autour de Asynchronous Transfer Mode, feu je dirais Asynchronous Transfer Mode, remplacé par IP depuis. Et puis on a fait un projet européen qui s'appelait RETAIN, Radiology Examination Transfer ATM Integrated Network, et qui était déjà avec de la visiophonie et des partages sur image, un peu dans le sens de ce qu'est la télémédecine aujourd'hui. Et les articles sur RETAIN continuent à être cités comme un peu un des lieux. C'est la première fois qu'on a fait un déploiement avec France Télécom. C'est en 2001, donc 3 ans après, on avait invité le professeur Maresco, et c'est le même Maresco qui a fait l'opération Lindbergh, où tout le monde dit oui, la télémédecine c'est Lindbergh, c'est-à-dire en gros quelqu'un qui opère de New York, alors qu'en fait il était à l'ambassade de France à New York, il y avait tous les gens de France Télécom étaient au garde à vous, qui avaient bloqué toutes les lignes pour être sûr que ça passe, et qui vérifiaient bien qu'il y avait tous les paquets qui passent. Bon, c'est quand même visionnaire, mais on voit qu'aujourd'hui l'opération à distance, on n'est pas capable de la faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de standard, parce que la latence, il faut le 5G, donc je pense que d'ici une dizaine d'années, cette opération à distance sera réellement envisageable, mais ça sera vraiment la vraie âge de la télémédecine au sens intervention à distance. Je vous remercie. Bien, on va laisser la parole à vous pour poser des questions. Moi j'ai une première question. On n'a pas beaucoup parlé d'informatique, et notamment de la puissance informatique avec l'intelligence artificielle, etc., sur l'aide au diagnostic. Le médecin, maintenant, il a à sa disposition des bases de données et des systèmes puissants pour l'aider à... Dans quel axe tu situes parmi tes 5 axes, l'aide au diagnostic médical? Alors la télémédecine c'est 5 actes, c'est-à-dire qu'en fait c'est des pratiques de la médecine. Ça ne dit pas ensuite comment est-ce qu'on va activer des moyens. Donc l'IA en tant que telle, l'intelligence artificielle, est complètement déconnectée de la télémédecine en tant que telle. C'est l'intelligence artificielle, c'est au service de la médecine. Et comme la télémédecine c'est aussi de la médecine, on peut utiliser l'intelligence artificielle au service de la télémédecine. Donc la question que tu poses, je l'ai mise en exergue pour les objets connectés qui vont être très utilisés pour la télémédecine, et pour les objets connectés on aura tellement d'informations que là il faut nécessairement faire le tri, et là l'intelligence artificielle pourra aider à faire le tri. La question que tu poses, c'est par rapport à poser un diagnostic en intelligence artificielle. Donc c'est vrai que au niveau de Rennes, on a essayé, enfin les universitaires surtout ont essayé de monter un projet dans le cadre des instituts 3IA, Cédric Villani, etc. Rennes s'est fait bâcher parce qu'on s'est présenté encore en désordre, comme on sait bien faire. À chaque fois on se fait bâcher à Rennes parce qu'on n'arrive pas à travailler ensemble et on veut surtout que personne ne dépasse. Donc dès que quelqu'un dépasse, pouf, tout le monde dégomme. Et donc à chaque fois, on tiens, non, t'es passé devant, machin truc. Bon, bref, je vais faire la parenthèse. Donc on essaye à l'IRT Bicom d'essayer de convaincre l'État, et ça semble marcher, de pouvoir faire quand même des choses autour de l'intelligence artificielle au service de deux domaines particuliers, la cybersécurité du fait de la présence de la DGAMI ici, et puis la santé du fait de ce qu'on a pu faire. Donc la question que tu poses est tout à fait une question prégnante pour Bicom actuellement. Comment dire, remplacer le médecin, tout le monde en rêve, sauf quand on est patient et qu'on est vraiment malade. C'est-à-dire que les médecins sont vraiment des nuls, ils connaissent rien, ils sont chiants. Mais enfin, je suis allé voir mon docteur parce que en gros, tout le monde critique tout le temps parce que la médecine, ça va pas, mais dès qu'on est concerné, tout d'un coup, les médecins, ils deviennent importants. Et pourquoi? Parce que ce que je disais, c'est la médecine, c'est compliqué parce que c'est nous, en entrée et en sortie. Donc après, on se dit, bah oui, ça serait quand même très très bien dans le fantasme de l'ingénieur qu'on remplace un médecin qui comprend rien par un ordinateur qui comprend tout. Ce à quoi je réponds, les gars, vous réalisez bien que l'ordinateur, c'est vous qui l'avez programmé, qui allez le programmer. C'est comme les informaticiens qui ont inventé le chaos, il ne faut pas oublier. Donc ceux qui n'ont pas prédit l'an 2000, etc. Donc on se dit, bah oui, ceux qui n'ont pas prédit l'an 2000, ils vont faire la médecine à la place des médecins. Bon. Donc je suis toujours un peu prudent sur cette affaire-là. Il n'empêche que c'est vrai que la médecine est quand même beaucoup basée sur des phénomènes de mise en correspondance entre des faits et des résultats, sans forcément toujours avoir le profond de l'explication.
Chaque fois qu'on a fait ça, ça résultait comme ça, et c'est tellement vrai qu'on considère que c'est vrai, même si on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc les réseaux de neurones qui consistent à avoir des données d'entrée, des données de sortie, et faire un lien entre les données d'entrée et les données de sortie, ça paraît assez séduisant. Quand on compare ce que peuvent faire des ordinateurs avec du deep learning, ça s'appelle comme ça, sur des données médicales où vous comparez à des résultats de radiologues ou d'autres médecins sur des pathologies très précises, et vous posez une question très précise et que vous avez 8 médecins et que vous mettez en face un super programme d'ordinateur, le programme d'ordinateur deep learning, en général, il est meilleur que l'ensemble des médecins. Donc on se dit, quand même, ça vaut le coup d'utiliser. Ouais, mais la question va être que de toute façon, à un moment donné, c'est pas l'ordinateur qui va être responsable, c'est le médecin qui va être responsable. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on va créer ce couple ordinateur-médecin, parce que je ne crois pas que l'ordinateur va pouvoir remplacer le médecin complètement. Et donc j'ai plutôt tendance à penser qu'on va utiliser l'ordinateur pour des trucs entre guillemets bêtes et cons, qui vont énormément aider le médecin dans des trucs sur lesquels il n'est pas forcément bon, et qui vont ensuite être mis à disposition en tant que résultat du médecin pour pouvoir arriver à prendre les décisions. Donc j'y crois, mais sans du tout fantasmer, si ça répond un peu à ta question. Christian, j'imagine... Enfin, Il y a une question. Mais est-ce qu'on n'a pas justement tendance à trop assimiler le deep learning, les réseaux neuronaux et l'intelligence artificielle à l'informatique et au numérique? Vous savez très bien qu'en fait les réseaux neuronaux sont des réseaux essentiellement analogiques. Et pour avoir étudié ce phénomène il y a déjà une vingtaine d'années au CCETT, je me souviens très bien qu'on a abandonné justement ce type d'études, tout simplement parce que les ordinateurs sont très peu adaptés à la simulation des réseaux neuronaux. Donc bien sûr on peut les utiliser, mais ces ordinateurs en fait sont un gaspillage honteux, je dirais, de l'intelligence qu'il y a dans les réseaux neuronaux. Oui, enfin, j'entends bien votre remarque. C'est vrai que en 87, moi j'ai été amené à utiliser les réseaux neuronaux pour des propositions. C'était pour l'analyse des plans A0 de France Télécom. On avait fait une proposition là-dessus. À l'époque, on n'arrivait pas à savoir quel était l'angle et tout. Là, je vois les gens qui font des trucs en réseaux neuronaux. Nous, on mène des trucs en réseaux neuronaux. C'est quand même killer. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de trucs où on se dit, machin, avec la puissance, on arrive quand même à faire des trucs qui sont quand même très surprenants. Voilà, et on a quand même accès à la ressource informatique, et donc je pense quand même que ça va être utilisé. Comment et où, probablement pas. Je réagis presque plus sur l'aide au diagnostic, que ça va être utilisé beaucoup pour des choses un peu annexes, et où on voit quand même par rapport à des tas d'algorithmes, de détection de forme et tout, nous on fait pour positionner les objets en 3D et tout ça sans marqueur. On a des résultats qui sont quand même très 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 impressionnants, ce qu'on n'avait absolument pas en 87. Hein. C'est une excellente simulation de ce que devraient être les réseaux neuronaux. Peut-être. Alors après, on va peut-être... mais il y a l'IRMAR on va essayer de mettre l'IRMAR là-dessus, parce qu'il y a des bons mathématiciens à Rennes pour essayer de travailler sur ces notions-là d'amélioration, mais c'est quand même, il faut savoir que les réseaux neuronaux, c'est comme l'invention de Nvidia, hein. C'est quand même le mec qui vendait des jeux vidéo, des cartes de jeux vidéo, qui s'est dit qu'est-ce que je peux faire comme boulot de demain, et puis qui a mis ça pour l'automobile et tout, il est en train de cartonner tout ça, parce qu'il avait un GPU, en fait. Le deep learning, ça vient du GPU, hein, donc on ne voit pas d'où ça vient, ces trucs-là, mais c'est un mec qui veut faire du business, hein, c'est un américain, donc il faut quand même raison garder, mais n'empêche que ça marche quand même pas mal. Christian, ta question. C'est à moi que tu t'adresses. Mais j'avais une question qui était un peu dans le sens de celle d'André, parce que on enregistre la communication là. Parce que justement sur cet aspect d'intelligence artificielle utilisée en médecine, j'entendais un certain Luc Ferry, alors qui n'est pas vraiment un technicien reconnu, il est plutôt philosophe, mais qui dit haut et fort partout que l'intelligence artificielle, ça ne va pas supprimer des métiers. Non, c'est parce que tu es au-dessus du micro, du haut-parleur. Donc ça ne va pas supprimer des métiers relativement peu intelligents, entre guillemets, mais plutôt justement les radiologues. Ça va plutôt commencer par supprimer les radiologues. Alors je voulais avoir, tu as déjà à moitié répondu à ça, mais est-ce qu'on va arriver à ce qu'il n'y ait plus besoin de radiologues?
Alors d'abord, il y a quelqu'un qui s'appelle David Gruson qui a pas mal travaillé à Sciences Po sur cette notion d'impact de l'intelligence artificielle. Ils ont mené une étude et ils ont plutôt vu qu'il y avait des gisements importants d'emplois gagnés dans la santé sur les fonctions annexes et les fonctions logistiques plus que sur les fonctions médicales, et qui permettraient du coup de concentrer les budgets plus sur le médical et paramédical. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plutôt les aspects non médicaux qui vont gagner, enfin qui vont permettre de réduire de l'emploi, donc c'est plutôt les fonctions annexes que les fonctions médicales qui vont être touchées. Après, il y a la question des radiologues. Par rapport à la téléradiologie, je pense que les radiologues sont réellement en danger, et certains radiologues se mettent en danger en jouant en gros les gens qui n'ont plus de rapport avec le patient. Donc tant que le radiologue continue à avoir un rapport avec le patient, à mon avis, il aura toujours son avenir garanti. Il faut savoir que dans la radiologie, il y a une bonne partie des radiologues qui sont interventionnels, donc quand ils vous mettent du cathétérisme et tout ça, quand ils vous font des tas d'interventions, les biopsies, c'est des radiologues qui le font. Il faut savoir qu'il y a un nombre d'opérations qui est en train d'augmenter, même par rapport à la célioscopie et la laparoscopie. Les actions faites par des aiguilles, je vois notre médecin de service qui opine du chef, sont de plus en plus en développement, donc la radiologie, au moins interventionnelle, elle va se développer plutôt que ensuite, la notion d'image va continuer très très prégnante en médecine et de plus en plus importante. Par contre, c'est vrai que c'est plus des imageurs, entre guillemets, dans les spécialités médicales, c'est-à-dire qui vont être de plus en plus spécialisés en neurologie, en machin. Alors, est-ce que c'est des radiologues qui vont être dans les services médicaux? Est-ce que c'est des neurologues qui vont être spécialisés en image? Je ne sais pas. Là où l'intelligence artificielle peut jouer un certain rôle par rapport au radiologue, c'est le radiologue qui ne fait qu'interpréter, entre guillemets, des examens. Et là, il faudra forcément un radiologue pour guider la décision finale. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être un peu moins de radiologues qu'on en a aujourd'hui en pur diagnostic. Mais encore une fois, ceux-là iront d'un côté dans les services cliniques en spécialisation plus fort, et les autres iront en imagerie interventionnelle. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais donc globalement, je ne suis pas très menacé. Mais c'est vrai qu'il y a des radiologues, je ne donnerai pas de nom, mais quand je les vois, je me dis, il vaudrait mieux, je le dis entre nous, il vaudrait mieux qu'il arrête d'être radiologue celui-là, parce que c'est un businessman, il faudrait mieux qu'il rentre dans l'industrie, qu'il fasse du business et qu'il arrête de faire de la radiologie, puisqu'il ne parle pas de médecine. Et voilà, et c'est pas que en France. Vous savez, pour les radiologues, il y a pire que les radiologues, il y a les cardiologues. Oui, il y a une histoire américaine, désolé. L'histoire américaine, c'est comment est-ce qu'on cache un billet de $100 vis-à-vis d'un radiologue. On le met sur le patient. Comment est-ce qu'on cache un billet de $100 vis-à-vis d'un chirurgien? On met dans le dossier patient. Comment est-ce qu'on cache un billet de $100 vis-à-vis d'un cardiologue? On ne peut pas cacher un billet de $100 vis-à-vis d'un cardiologue. Les Américains disent. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un rapport un peu compliqué entre la médecine et l'argent. Et c'est vrai que on a vu des radiologues qui ont créé des tas de boîtes qui espéraient pouvoir l'interpréter en distance et donc dans leur piscine avec leur cigare faire les trucs à distance. Moi je leur ai dit, les gars, c'est bien, vous allez faire le boulot. Puis demain, c'est avec les Belges, parce qu'il y a trop de radiologues en Belgique. Et puis après, c'est avec les Roumains, parce qu'ils parlent bien français, puis ils sont pas cher payés du tout. Et vous, demain... Et donc, c'est pas un bon plan, ça. Par contre, continuer à être un expert dans un domaine, et ce travail de téléexpertise, comme on dit, et d'être très clinicien spécialisé, il y aura encore de l'avenir. Et en plus, s'il y a l'IA et qu'on sait piloter l'IA. Donc, je sais pas si ça répond à la question, mais voilà un peu le... Autre question? Deux questions, on peut pas dire. Jean-Yves, je vais la main en premier. Attention au Larsen. Marcel, c'est Marcel. Bon, est-ce qu'il y a vraiment sur Rennes, est-ce qu'il y a vraiment sur Rennes un écosystème concernant la télémédecine issu des projets Sirène dans les années 83? Et puis, s'il existe, comment il peut se maintenir compte tenu disons, des petites guéguerres qui font que les projets déposés auprès de l'État, récemment, je ne me souviens plus du nom de ces projets, se sont fait éjecter alors qu'on avait toutes les compétences nécessaires pour être sélectionnés. Alors, pour avoir vécu dans mes tripes, et Christian Schwarz voit de quoi je parle,
les guéguerres, des guéguerres. Aujourd'hui, je pense que les choses sont apaisées. Concrètement, à Sétiam, c'est quand même sur Rennes 35 personnes. Aujourd'hui, on voit quand même pas mal de boîtes qui sont en train de se lancer autour de ces thématiques, des startups, etc. qui se lancent, des boîtes comme VitaDX, Biosensi, enfin des boîtes qui surfent, alors pas vraiment sur la télémédecine en tant que telle, mais sur les traitements intelligents autour de diagnostics. Donc moi je vois un écosystème qui est en train de se recréer. Accessoirement, Bicom, on continue dans la dynamique, on est en train d'essayer d'embarquer Harmonic, XTVN pour essayer de se diversifier dans le domaine du médical sur l'imagerie médicale. Je ne dis pas qu'ils vont faire de la télémédecine, mais c'est pas extraordinaire, et on peut dire ouais, Sirène, le fric a été mis dans ce truc-là, c'est dommage parce que ça n'a pas donné. Quand je vois ce qu'on aurait pu faire si ça n'avait pas été coupé par les guéguerres internes au départ, et qui sont de tous les côtés, hein. C'est pas que académique, pas que médical, pas que machin, c'est beaucoup, on pourrait parler des guéguerres internes au sein d'Orange, enfin France Télécom, etc. Je ne serais pas, mais vous connaissez pas. Enfin, la difficulté à se mobiliser ensemble sur un objectif collectif. Donc on aurait pu faire mieux, mais en tout cas c'est pas mort, et en tout cas ça continue à faire des choses. Il faut savoir que le fameux Maresco de Strasbourg, là, Lindbergh, quand son équipe a voulu faire un projet autour de la salle d'op du futur pour réduire les erreurs, ils sont venus nous chercher. Puisqu'ils nous ont demandé de faire le standard qu'ils n'arrivaient pas à faire. Et donc là-dedans, le projet Condor, c'est nous qui le pilotons. Et on a fait un projet qui s'appelle Condor 7, qui est un projet interne, qui fournit la technologie. Donc on a la technologie à Bicom, tout l'IP, etc. Et on fournit au projet Condor qui se déploie à Strasbourg. Donc, c'est pas complètement, maintenant, est-ce que c'est idyllique? Non, ça reste du boulot, mais je dirais pas, il n'en est rien ressorti. Pour répondre à ta question. Christiane, fais attention à ne pas l'orienter comme ça. Merci. Deux choses. D'abord, une question. J'ai entendu parler de l'utilisation de deep learning dans une start-up en construction, en lien avec télémédecine et déserts médicaux, avec une approche d'analyse du nombre de cas de telle ou telle maladie pour améliorer l'information des médecins et pousser à leur présence probablement dans le lieu où il faudrait aller. Et j'avoue que j'ai pas bien compris comment tout ça pouvait interagir et en quoi le deep learning pouvait aider. Alors la deuxième chose, c'est quand même qu'on rigole un petit peu à propos de l'histoire, du temps où on parlait encore du Minitel, hein, ce truc qui a été fait par là-bas, voilà. Il y avait un professeur qui s'appelait professeur Lenoir, qui avait imaginé d'aider les médecins étaient toujours là et ils regardaient sur leur Minitel la matrice inversée pour faire poser eux un diagnostic à partir des éléments d'observation qu'ils avaient trouvés dans leur Minitel, et ça avait donné des démonstrations assez rigolotes. C'était, je pense, 84-85. Alors, sur le professeur Lenoir, j'en ai parlé pas plus tard que la semaine dernière, donc, parce que quelqu'un... en fait, l'affaire s'est arrêtée, et c'est intéressant, ça s'est arrêté à ma connaissance, parce que en gros, c'est à partir des signes que vous déduisez la maladie. Et en gros, il y a une maladie qui existe qu'en Scandinavie, qui est très rare, et vous avez tout. Vous avez les trucs, les machins. Donc à chaque fois, ils donnaient comme premier cas cette maladie. Donc les gens disaient, ben, ce truc-là, c'est pas ça. Le pauvre qui avait ça, tant pis pour lui. Parce qu'en Bretagne, il n'y en a pas, en gros. Donc c'est toujours le problème de la médecine, c'est-à-dire le problème dans l'enfermement que les médecins connaissent bien. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre en carré. Je peux reprendre un témoignage. Quand on travaillait beaucoup sur la messagerie médicale, expérience mais vécue avec 5 médecins gastro-entérologues bretons, travaillant ensemble, libéraux, utilisant le même système informatique de la même société. Et on voulait échanger les messages et on voulait dire la taille de la tumeur. Et puis on discute, et puis je dis bah, c'est important qu'on donne une taille avec quelque chose, un numéro, une valeur. On me dit c'est facile, il y a 5 valeurs. Et là, j'ai esquissé un sourire. Connerie. Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous rigolez? Non, je m'excuse, désolé, mais est-ce qu'on peut lister les valeurs? 1h30, 20 valeurs, on n'avait pas résolu. Donc au bout d'1h30 de discussion de ces 5 médecins, ils avaient 20 valeurs et ils n'étaient pas d'accord. Et donc après, on vous dirait on va faire l'IAD là-dessus.
Donc, on travaille avec Bernard Gibault, qui travaille depuis très très longtemps, chercheur INSERM de très grande valeur, qui travaille sur la notion d'ontologie. Et en fait, on ne peut pas avoir vraiment d'IA efficace si on n'est pas capable de mettre les trucs en case, et donc ontologie. Donc, c'est un travail en cours. C'est pour ça que je dis souvent plutôt les trucs bêtes et cons que les trucs intelligents. Alors, la question que tu poses, là, on est dans l'intelligence, on a travaillé avec un BICOM, avec le CHU de Rennes et Brest, là, sur un projet qui s'appelle PEPS, Plateforme des épidémiologies des produits de santé. Et en fait, c'est un des 2 endroits en France, avec Bordeaux, où on a pu avoir des extractions de la base de la Sécu, ce qu'on appelle le SNIRAM, S-N-I-I-A-R-A-M, qui est la base de toutes les feuilles de soins. Donc 66 millions de patients, 1,3 milliard de feuilles de soins chaque année, et puis toutes les données issues des hôpitaux, ce qu'on appelle le PMSI, Projet des médicalisations de système d'information, qui vous dit, en gros, dans tel hôpital, on a fait tel appendicite, tel machin, tel truc. Et donc, je vois bien de quel type d'information il parle, c'est-à-dire c'est une information massive. Et l'idée, c'est à partir de ces informations massives, pouvoir éventuellement détecter des informations complémentaires que l'œil humain n'aurait pas et qui permettraient de relever des cas. J'y crois beaucoup pour lever des problématiques nouvelles de santé publique. J'y crois un peu moins comme outil au quotidien parce qu'on va avoir beaucoup de bruit. J'ai peur. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que c'est très intéressant pour faire évoluer, pour éventuellement révéler des nouveaux sujets. Est-ce que ça va être un outil utilisable au quotidien? Je suis un peu sceptique. Maintenant, les boîtes qui se créent là-dessus, start-up qui se montent là-dessus, comme une start-up, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne sait pas pourquoi elle le fait, mais comme ils le font avec énergie, ils vont créer de la valeur, puis après ils vont pivoter, ils vont faire autre chose, et ce qu'ils ont fait, ça servira à autre chose. C'est-à-dire qu'en gros, ils mettent de l'énergie pour répondre à une question qui n'est pas idiote, mais qui, à mon avis, est difficilement vendable, mais peut-être ça va retomber sur autre chose, et c'est pour ça que je ne les découragerai pas, parce que c'est une vraie question. Mais est-ce que ça va... C'est une spin-off de GE, peut-être que... Ouais, enfin, si je vois de quel on parle, mais pour connaître les gens qui font ça, celui qui les connaît bien, j'ai embauché un gars de GE, il n'est pas totalement convaincu lui-même. Donc, mais ce qu'ils vont faire, c'est pas inutile. Mais aujourd'hui, en fait, le sujet, c'est pas de résoudre un problème, hein, c'est de convaincre des gens de vous donner de l'argent. Vous comprenez, on est d'accord. Est-ce qu'il va y avoir une dernière question? Parce qu'il va falloir qu'on libère, oui. Oui, merci pour votre aspect technique. Je voudrais revenir sur la patient. Qu'est-ce que vous avez comme étude sur l'acceptation des patients de la télémédecine? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est pour amener une efficacité à l'intelligence artificielle, il faut des données. Et est-ce que les patients aujourd'hui savent, disons, qu'est-ce qu'on fait de leurs données, où elles vont, comment elles sont exploitées, et quelle est la sécurité qu'il y a derrière ces données, sachant que la peur du patient, a priori, c'est que l'employeur ou les assurances aient accès aux données de santé. Alors, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites sur l'acceptabilité de la télémédecine. Je crois qu'il sera nécessaire de faire parce que la plupart des études ont été faites dans le contexte de projet. Dans le contexte de projet, vous avez un coaching entre guillemets des gens qui fait que c'est ce que vous avez comme retour, c'est pas inintéressant, mais c'est pas forcément pertinent quand vous êtes dans un système un peu banalisé, utilisé à grande échelle. Donc je pense que cette question d'acceptabilité des patients, il faudra se la reposer maintenant qu'on est en déploiement à grande échelle. À petite échelle, les patients sont plutôt positifs et il y a plutôt des retours tout à fait encourageants. Après, je pense qu'il faudra être à l'écoute des endroits où la télémédecine apporte des solutions et aussi des endroits où la télémédecine apporte des problèmes. Donc après, il faudra se dire c'est la télémédecine qui n'est pas bonne ou la manière dont on met en œuvre la télémédecine n'est pas bonne. Il y a un petit peu de niveau. On peut dire on arrête la télémédecine, on la fait mais autrement. Mais en tout cas, c'est une bonne question. Et dans les axes de travaux sur BICOM, en e-santé, il y en a 5, et le 5e, c'est les problématiques d'acceptabilité, avec comment est-ce qu'on mesure, pas uniquement en interrogeant, mais aussi avec des capteurs, en observant, pour savoir si les gens sont à l'aise, enfin essayer de mesurer, pour objectiver ce retour, parce que le patient est acteur, et on est là pour les patients, on n'est pas là pour faire semblant, donc c'est important, si c'est pas accepté, il faut pas... Enfin bref, donc, la question est très très bonne, et je ne peux pas répondre définitivement, en tout cas la question est importante, et il faut toujours l'avoir à l'esprit, il faut continuer à travailler là-dessus. La deuxième question sur la sécurité, il faut savoir que vous avez dans la médecine 2 problèmes de sécurité. Vous avez la sécurité qui est patient safety, donc bien identifier les patients, en gros couper la bonne jambe,
Et puis vous avez sécurité, confidentialité. D'accord? Donc quand les gens ne sont pas malades, c'est la sécurité, confidentialité qui est le plus important. Quand les gens sont malades, c'est important, mais enfin, la banque, mon ex-femme, c'est important, mais enfin, si on coupe la bonne jambe, c'est quand même important aussi. Donc peut-être c'est plus important qu'on me coupe la bonne jambe, même si ma banque est au courant. Enfin, je ne sais pas dire que je vais donner l'argent à la banque ou les informations à la banque, mais en gros, safety, au fur et à mesure qu'on est patient, donc je fais très très attention et je fais... ça m'a mis hors de moi quand j'ai été amené à discuter avec une PME, une start-up française qui a développé un système de relevé sanguin à domicile. D'accord? Donc en fait ils évitent relevé de mesure des échantillons sanguins à domicile. Donc ils évitent qu'il y ait le tube où on met le nom, qu'on envoie au labo, qui fait l'analyse. Ils font l'analyse au bout. Et ils transmettent au labo le résultat. Eux, ils avaient mis, comme on fait le tube, ils ont mis le nom du patient, l'identifiant, le machin, tout ça crypté, ils l'ont transmis au labo. Pour que le labo ait à la fois l'échantillon, à la fois le nom du patient, l'identifiant. La CNIL, France, CNIL, leur a fait retirer le nom du patient et retirer l'identifiant patient pour des problèmes de confidentialité. C'est du fou furieux, c'est du fou furieux. C'est-à-dire que la CNIL, à mon avis, va être responsable de mort en France. Donc, à un moment donné, la confidentialité, il faut savoir de quoi on parle. Il ne s'agit pas d'envoyer à machin, mais il faut raison garder. Simplement, il y a plein de gens qui vous vendent de la sécurité, de la sécurité, de la sécurité, confidentialité, et ne pensent pas qu'il y a des problèmes d'identification patient et ces problèmes de patient safety. Maintenant, il n'empêche que la question du consentement dont vous parlez, c'est dire en tant que patient, qu'est-ce que on fait de mes données? Aujourd'hui, avec le RGPD, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que c'est le patient, c'est le citoyen qui est maître de ses affaires. Et ça fout un bordel de chez bordel pour savoir comment on fait, parce que c'est bien pire. C'est-à-dire que même anonymisé, le patient doit pouvoir dire « Oui, mais ça, le truc qui a été anonymisé, où il n'y a plus mon nom, qui est là-bas, dans le truc du CNRS, là-bas, où ils ont mis la base de données, machin, je veux qu'en fait, parce que en fait, c'est mon foie, et je veux pouvoir le retirer. » Ah bah on se dit « Bah c'est bon, il faut le consentement patient. » Ah bah le consentement patient, donc monsieur Cordonnier interdit mon foie. Donc on va mettre à la base de données où c'est plus marqué mon nom, le truc pour dire que c'est Cordonnier. Donc le consentement, comment on fait la chaîne? Et donc on va travailler là-dessus. Mais c'est une vraie question, et aujourd'hui la réglementation nous oblige à avoir cette chaîne. Alors il y en a qui parlent de blockchain, qui est l'horreur en termes d'énergie, mais il n'empêche qu'il y a un vrai problème de lien entre ce consentement et cet accès aux données, et c'est que moyennant cette confiance qu'on peut créer, nous, système machin, vis-à-vis des patients, des citoyens, qu'on pourra arriver à faire développer ces algorithmes d'IA, parce que pareil, c'est une très très bonne question, et elle est fondamentale, il faut absolument la régler. J'ai pas la solution, mais j'ai des solutions. On travaille sur des solutions pour avoir un compteur d'imagerie médicale, en recherche translationnelle. On doit passer pour la sclérose en plaques, par exemple, avec Gilles Lédan, qui est neurologue ici, et Christian Briot, qui fait les algorithmes, de permettre que les algorithmes de l'INRIA, le plus récent, permettent de revenir aux patients. Et en fait, on a des patients ou des patientes qui ont des IRM tous les 6 mois ou tous les ans, et puis on va faire le suivi de leur lésion. Et donc on transmet ça à l'INRIA, qui a des algorithmes de recherche, donc il n'y a pas accès à l'identifiant patient, donc on va désidentifier, ils vont faire leur truc, contrôle qualité, et pouf, on réidentifie. Il faut maintenir toute la chaîne cohérente, sans que l'INRIA ait accès aux informations patients, et en étant sûr qu'on ne s'est pas trompé de patient en retour. Donc c'est problématique, ça se gère, mais c'est pas simple. Et il faut faire très très attention. Donc vous posez la bonne question, et il y a des solutions qui se déploient petit à petit. Bien. On va peut-être s'en tenir là, parce que l'heure passe. Je crois qu'on peut applaudir Merci Emmanuel. Et vous pouvez rallumer vos téléphones. Bien.